Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en jouant à un jeu vidéo, d'être dans une situation où vous saviez exactement quoi faire et comment faire sans pour autant qu'on vous le dise avec un marqueur d'objectif, une flèche ou même un dialogue? Vous vous en avez peut-être pas rendu compte, mais intuitivement, vous saviez quoi faire et vous l'avez fait. Ça, c'est l'effet de l'affordance et des signifiants. Et si vous ne savez pas ce que ces deux mots-là veulent dire, vous êtes à la bonne place. Dans cette capsule, je vais vous aider à comprendre l'affordance, je vais définir avec vous c'est quoi les signifiants, je vais vous parler de l'importance de la constance et des dangers de l'encombrement, et je vais conclure avec plusieurs trucs et astuces pour vous aider à utiliser tout ça dans vos jeux. Bon visionnage! Le terme affordance, c'est pas nécessairement un mot qu'on utilise dans notre quotidien. C'est pas non plus un mot qui est exclusif au domaine du jeu vidéo d'ailleurs. L'affordance, c'est un mot emprunté de l'anglais qui provient d'un psychologue nommé James J. Gibson et qui désigne la capacité d'un environnement ou d'un objet à suggérer son utilisation. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est qu'on est capable de comprendre, sans l'aide d'un tutoriel ou une explication extérieure, intuitivement comment un objet fonctionne, en nous basant uniquement sur son apparence, sa forme et nos connaissances antérieures. Je donne un exemple très commun, les poignées de porte. Vous arrivez devant la porte de sortie d'un bâtiment et vous remarquez que la poignée est en fait une grosse barre horizontale située environ à la hauteur des hanches, comme on retrouve souvent là, sur des portes de secours. Intuitivement, vous savez que vous devez pousser cette poignée pour ouvrir la porte, même s'il n'y a aucune indication à cet effet. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué, avec vos expériences antérieures, à ce qu'une poignée horizontale comme celle-là nécessite d'être poussée. L'inverse peut être vrai aussi pour une poignée verticale. Ça, c'est un exemple d'affordance dans notre vie quotidienne. On reconnaît intuitivement l'utilisation d'un objet, dans ce cas-ci la poignée, sans qu'on nous l'explique. En jeu vidéo, comme dans la vraie vie, le principe de l'affordance s'applique tout à fait. En fait, non seulement il s'applique, mais il est très pratique pour un designer de jeu, parce qu'il nous permet d'intégrer des mécaniques de jeu sans nécessairement avoir à les expliquer. Certains objets dans les jeux vidéo suggèrent leur utilisation sans qu'on ait besoin de l'expliciter. Prenez une échelle, par exemple. Dans un jeu, dans genre 95% des cas, une échelle peut être grimpée. Je sais, c'est surprenant. Le joueur voit une échelle et sait qu'il va pouvoir atteindre son sommet. La seule chose qu'il ne sait peut-être pas, c'est la touche pour utiliser l'échelle. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs jeux de nos jours optent pour ne pas avoir de touche et plutôt enclencher automatiquement l'action de monter ou descendre l'échelle lorsque le joueur est suffisamment proche. Dans les jeux vidéo, on peut retrouver deux types d'affordance. L'affordance navigationnelle et l'affordance systémique. L'affordance navigationnelle, c'est la capacité de l'environnement à guider le joueur dans la bonne direction ou comment naviguer dans le niveau sans nécessiter une explication explicite. C'est sûr que c'est très facile et efficace de guider le joueur à l'aide de marqueurs d'objectifs ou de flèches, ou même une minimap avec une ligne comme un GPS. Ceci dit, dans bien des cas, ce type de guidance-là peut affecter négativement l'immersion. L'affordance navigationnelle, elle, permet de guider discrètement le joueur en utilisant des principes de l'image ou encore des petits indices. Par exemple, on peut utiliser le principe du gauche cadre pour attirer l'attention du joueur dans une certaine direction. Habituellement, notre œil se pose initialement sur la gauche de l'écran avant de se déplacer vers la droite. C'est un concept souvent utilisé en illustration et en vidéo, et qu'on peut utiliser ici à notre avantage. Si on sait, grosso modo, où le joueur va se retrouver à regarder à un moment précis, on peut alors placer, par exemple, une ouverture dans un mur ou un canyon dans la montagne à la gauche de l'écran du joueur pour que celui-ci l'aperçoive rapidement et se dise « Hey, il semble y avoir quelque chose par là ». On peut aussi utiliser la lumière et l'obscurité pour guider le joueur. Une zone plus lumineuse, ou même un rayon de soleil bien placé, risque d'attirer le joueur dans une direction précise sans qu'on ait à lui dire. L'utilisation des espaces positifs et négatifs, ainsi que l'occlusion, telle qu'expliquée dans ma capsule sur le design de niveau, peuvent eux aussi être utilisés comme affordance navigationnelle. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. L'affordance systémique, elle, permet aux joueurs de comprendre l'utilisation ou le fonctionnement d'un objet, d'un système ou d'une mécanique de jeu sans explication. Si vous écoutez cette capsule, les chances sont bonnes que vous ayez déjà dans le passé joué à un jeu vidéo. Vous avez donc probablement vu une certaine quantité de mécaniques de jeu se répétant d'un jeu à l'autre. Ces mécaniques, même avec certaines nuances, sont toujours assez semblables. Alors à un moment donné, il n'est pas nécessaire de complètement les réexpliquer aux joueurs. On peut faire confiance à nos joueurs et à l'affordance de ces systèmes de jeu. Un exemple assez typique, c'est les ennemis avec des boucliers. Que ce soit dans un jeu de combat à la Marvel Spider-Man, un FPS à la Call of Duty ou même un side-scroller comme Dead Cells, le principe d'un ennemi avec un bouclier, c'est toujours essentiellement le même. On doit attaquer l'ennemi par arrière ou par les côtés parce qu'il est essentiellement invincible par l'avant.
Pas besoin de l'expliquer, le joueur est très familier avec le concept. Un bouclier signifie une protection, qui signifie qu'on doit trouver un autre angle d'attaque. Ça, c'est une affordance systémique. Un autre exemple classique d'affordance systémique, l'électricité dans l'eau. Pas besoin de me décrire en détail le pourquoi du comment que je ne devrais pas plonger mes pieds dans de l'eau électrisée. S'il y a des arcs électriques dans ma pâte aux joueurs, je vais m'abstenir de m'y présenter. Merci, bonsoir. Similairement à l'affordance, les signifiants, c'est des petits indices visuels ou sonores qui permettent d'indiquer aux joueurs qu'une action peut être effectuée. Les signifiants, eux, sont toutefois moins discrets que l'affordance parce qu'ils représentent une intervention plus importante du designer dans la compréhension du joueur. On retrouve de nombreux exemples de signifiants visuels et sonores en jeux vidéo. Un exemple très typique est l'utilisation d'un rayon lumineux pour éclairer un objet en particulier et le faire légèrement surbriller. Peut-être moins naturel que l'affordance, cette méthode reste tout de même suffisamment subtile pour conserver l'immersion du joueur et limiter l'impression d'intervention de la part du designer. Le jeu vidéo Alan Wake 2, par exemple, utilise régulièrement la lumière de façon plus ou moins subtile pour guider le joueur, allant même jusqu'à allumer des panneaux néons avec des flèches. Un autre exemple très commun de signifiant en jeu vidéo, c'est l'utilisation de peintures colorées, souvent le jaune, parfois le blanc, pour indiquer la possibilité d'interagir ou d'escalader un objet ou une paroi en particulier. Uncharted, c'est un des plus grands coupables de cette approche, mais beaucoup d'autres jeux ont aussi adopté cette technique, comme les jeux Star Wars Jedi et Tomb Raider. Lorsqu'on parle de signifiants, il est important de ne pas négliger la pertinence et la puissance des signifiants sonores. On peut aussi guider le joueur de toutes sortes de façons avec le son, que ce soit des effets sonores ponctuels qui indiquent une possible interactivité, ou même carrément des lignes de dialogue qui donnent un indice au joueur, comme un NPC qui mentionne la possibilité d'aller récupérer une échelle pour grimper par exemple. Moi, lorsque je pense à des signifiants sonores, le premier exemple qui vient en tête, c'est le jeu L.A. Noire. Dans ce jeu de détective, le joueur doit régulièrement parcourir des scènes de crime pour trouver des indices. Et pour faciliter la recherche d'indices et guider subtilement le joueur, les développeurs de Rockstar Games ont opté d'utiliser des signifiants sonores sous la forme d'une petite note de piano lorsqu'on survole un objet avec lequel il est possible d'interagir. C'est un exemple peut-être moins subtil que d'autres, mais c'est quand même assez léger pour pas briser l'immersion du joueur tout en assurant de limiter la frustration qui viendrait de ne pas savoir avec quel objet on peut interagir. Autant lorsque vous utilisez l'affordance que les signifiants, vous développez une sorte de langage avec vos joueurs. Essentiellement, vous leur apprenez que X chose veut dire Y possibilité. Que, disons, un reflet sur une poignée de porte signifie que la porte peut être ouverte ou qu'une échelle positionnée verticalement signifie qu'on peut grimper. C'est donc très important, lorsque vous établissez ce genre de langage d'interaction-là, de faire preuve de constance. On veut éviter, autant que possible, de mélanger inutilement nos joueurs. Donc, lorsqu'on définit la signification d'un signifiant, c'est important de ne pas changer celle-ci en cours de route. Si une échelle placée verticalement signifie qu'elle peut être grimpée, ne mettez pas, plus tard dans votre jeu ou votre niveau, une autre échelle verticale identique qui cette fois ne peut pas être grimpée. Pour le joueur, ce type de changement est frustrant et peut briser l'immersion. Il va tout de suite se demander pourquoi là ça marche pas, ce qui est loin de ce qu'on veut lorsqu'on planifie l'expérience utilisateur. Si vous souhaitez ajouter un élément qui ressemble à votre signifiant mais qui n'a pas les mêmes fonctionnalités, insérez une différence visuelle notable. Par exemple, si vous souhaitez que l'échelle ne puisse pas être grimpée, cette fois-ci, donnez-lui l'apparence d'une échelle brisée. Un autre élément qui est à considérer lorsqu'on utilise l'affordance et les signifiants dans un jeu, c'est l'encombrement. Ces deux techniques sont, a priori, des méthodes subtiles pour guider le joueur. Comme tout ce qui touche à la subtilité, trop, c'est comme pas assez. Une utilisation abusive de ces méthodes peut surcharger le joueur, ou même briser son immersion. S'il y a des rayons de lumière à tous les 2 mètres et de la peinture jaune sur tout son trajet, le joueur va non seulement arrêter de s'en soucier, mais risque aussi d'avoir l'impression qu'on lui tient la main. Une bonne utilisation de l'affordance et des signifiants, c'est, d'une certaine façon, de la manipulation. On veut pas que le joueur se rende compte qu'on l'aide ou qu'on le pousse dans une certaine direction. On veut plutôt qu'il croie que tout vient de lui, qu'il est vraiment génial pour avoir tout compris par lui-même, qu'il n'a pas eu besoin de notre aide. Maintenant que vous savez un peu plus c'est quoi l'affordance et les signifiants, voici quelques conseils et astuces pour vous aider à bien les utiliser dans vos projets. Premièrement, et c'est d'ailleurs probablement le conseil le plus important que j'ai à vous donner, utilisez une combinaison d'affordance et de signifiants pour adéquatement guider vos joueurs. Pas juste un, pas juste l'autre.
Un bon jeu, c'est diversifier les méthodes qu'ils utilisent pour éviter la redondance et la surcharge. L'affordance est utile, parce qu'elle est instinctive et très subtile. Ceci dit, son plus grand atout, c'est aussi sa limitation. L'affordance est un phénomène parfois trop subtil, au point où ce qui n'est pas suffisant pour adéquatement guider le joueur. Ça, c'est sans compter aussi le fait que l'affordance, ça ne s'applique pas à tout. Nécessairement, votre joueur risque de se retrouver dans des situations où son expérience de vie ne l'aide pas vraiment. C'est là que les signifiants peuvent jouer un rôle plus important. Quelle combinaison des deux utiliser et à quel niveau? Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de réponse absolue. C'est à vous de le déterminer pour vos projets respectifs. Cela dit, ça m'amène à mon deuxième conseil qui est tester vos jeux. Le designer est, dans la très grande majorité des cas, un très mauvais testeur pour ses propres affordances et signifiants. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà tout. Il connaît l'intention derrière ceux-ci, il sait déjà ce qu'il doit faire pour réussir, ce avec quoi il peut interagir, etc. Il est donc très mal placé pour savoir ce qui guide réellement le joueur ou non. Donc, la meilleure façon de valider ces approches, c'est avec l'aide de tests utilisateurs, de ce qu'on appelle en anglais des playtests. Faites tester vos jeux et vos niveaux, et observez bien les testeurs. Vous en apprendrez plus sur le résultat de vos choix de cette façon-là. Un troisième conseil que je peux vous donner, c'est de respecter, avec l'affordance et les signifiants, autant que possible l'univers de votre jeu. L'objectif est, idéalement, de ne pas briser l'immersion. Alors essayez de respecter les contraintes de votre monde fictif. Vous faites un jeu, par exemple, post-apocalyptique à la The Last of Us, et vous souhaitez signifier au joueur qu'il ne peut pas franchir une certaine porte, ajoutez des vignes qui bloquent l'accès ou encore un mur effondré juste en avant de la porte. Vous faites un jeu futuriste avec une base spatiale et vous souhaitez signifier au joueur que l'accès à la porte est disponible, placez un genre de lecteur de puces électroniques à côté de la porte avec une petite lumière verte. C'est simple, c'est efficace et surtout, ça brise pas l'immersion. Parce qu'on peut très bien croire que ce type d'objet-là ou de détail-là se retrouverait dans ce monde imaginé. Comme quatrième conseil, je tiens à souligner à quel point la lumière est un outil puissant pour l'affordance et la signification. Je l'ai dit plus tôt, je l'aurais dit ici, le joueur, c'est comme un papillon de nuit. Il est intuitivement attiré par la lumière, surtout lorsque lui-même se retrouve dans l'obscurité. Plutôt que de forcer la présence de signifiants physiques qui encombreront l'environnement de votre jeu, pourquoi ne pas simplement considérer le placement stratégique d'une source de lumière ou même d'un rayon de lumière? Parfois, c'est tout ce que ça prend pour attirer suffisamment l'attention du joueur dans la bonne direction. Je tiens à reprendre l'exemple d'Alan Wake et d'Alan Wake 2, jeux qui sont des maîtres dans l'art d'utiliser la lumière comme guide. Surtout que dans ce cas-ci, c'est même très thématique avec l'univers du jeu. Comme cinquième et dernier conseil, et c'est un peu un conseil jumeau avec le précédent, pensez à aussi utiliser l'obscurité comme signifiant dans vos jeux. Et oui, l'absence de lumière ou même l'absence de signifiant remarquable est aussi en soi un signifiant. Si vous tenez à ce que votre joueur évite une zone particulière, considérez simplement à plonger cette zone-là dans l'obscurité. Si le joueur ne peut rien y voir, il ne sera pas nécessairement tenté d'aller y perdre son temps. Sauf bien sûr s'il y a une lampe de poche. C'est donc ce qui conclut cette capsule sur l'affordance et les signifiants. Prochaine fois que vous jouez à un jeu vidéo, je vous invite à aller porter un peu plus attention à ces petits détails-là. Vous allez probablement remarquer qu'il y en a un peu partout. Je vous invite aussi, pour plus d'informations, à aller consulter les sources que j'ai utilisées pour cette capsule. Les voici. Le livre The Art of Game Design, A Book of Lenses par Jesse Schell, publié en 2019. Le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio DiNucci, publié en 2023 et disponible en ligne via la BANQ. L'article Design en jeu par Thomas Thibault, publié en 2020 sur le site collectifbam.fr. L'article Mastering the Invisible, How Affordances and Signifiers Shape Player Experience and Level Design par l'utilisateur nommé Genesis, publié en 2024 sur le site medium.com. Et finalement, l'article L'affordance dans les jeux vidéo par Benjamin L, publié en 2019 sur le site squadgroup.com. Merci beaucoup pour votre écoute. À la prochaine.